Bonjour Tidjane Thiam. Bonjour Madame Joly, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions, aux questions de TV5 Monde. C'est une interview un peu particulière puisque nous la réalisons par Internet. C'est la conséquence des mesures de confinement qui sont liées à cette épidémie de coronavirus. Épidémie, je devrais dire pandémie. Alors, vous êtes l'un des visages du monde de la finance internationale. Je rappelle en quelques mots votre parcours. Vous avez dirigé le premier grand groupe d'assurance au Royaume-Uni. Vous avez également dirigé en Suisse ces dernières années la deuxième banque helvétique, le Crédit Suisse, jusqu'au tout début de cette année. Et vous avez été nommé il y a 2 semaines par l'Union africaine avec 3 autres personnalités du continent africain pour coordonner l'aide que la communauté internationale a promise à l'Afrique face à cette crise mondiale. Alors, nous allons parler de l'Afrique, mais déjà, j'aimerais vous poser cette première question. Vous êtes confiné en Suisse, puisque c'est là où vous travaillez jusqu'à ces dernières semaines. Aujourd'hui, ce pays entame sa première phase de déconfinement avec la réouverture de certains commerces. Déjà, j'aurais aimé savoir comment s'est passé jusqu'à présent, Monsieur Thiam, votre confinement et qu'est-ce que vous allez retirer de cette expérience? J'ai été CEO, enfin directeur général du groupe pendant 11 ans, 11 années, 11 longues années, donc c'est la première fois que je peux un peu souffler depuis longtemps. Donc j'en ai profité effectivement pour souffler, pour réfléchir, mais j'ai arrêté le 13 février, le coronavirus est arrivé très rapidement après ça, et donc je me suis assez rapidement impliqué. J'ai toujours, chaque fois qu'il y a eu des problèmes de cette nature, moi j'ai toujours essayé de m'impliquer, j'étais très impliqué dans la lutte contre l'Ebola, j'ai fait un certain nombre de choses, et donc j'ai commencé à passer des coups de fil, à m'éduquer un peu sur la question, et vraiment de fil en aiguille, cette proposition de prendre des responsabilités africaines est arrivée, et il se trouve, grâce à Dieu, que je peux le faire actuellement et que j'ai la disponibilité pour le faire. Mais alors, quelle est exactement votre mission? Alors, notre mission, je vais peut-être, avant, prendre un pas de recul, parce que beaucoup de gens se concentrent sur la dette, et moi, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, l'Afrique a fait de grands progrès sur les 10 dernières années. Il faut voir quand même le contexte dans lequel cette histoire se déroule. De grands progrès sur les 10 dernières années. Le PIB de l'Afrique a augmenté de 60%. Vous savez, dans les années 80, la statistique la plus connue internationalement, c'est que l'Afrique avait un PIB inférieur à celui de la Belgique. Donc, c'était ce qu'on nous répondait à chaque fois. Donc, sans manquer de respect aux Belges, aujourd'hui, l'Afrique a un PIB très, très largement supérieur à celui de la Belgique et qui est supérieur à celui de la France ou de l'Allemagne. Donc, c'est devenu une puissance économique. Donc, beaucoup de progrès, donc beaucoup à perdre aussi. Et l'Afrique a réagi de façon très, très énergique à cette crise, parce que ce qui serait dommage, c'est que quelque chose qui est exogène et dans lequel l'Afrique n'a aucune responsabilité, on ait des dégâts économiques permanents. La manière dont je définirais notre mandat, c'est de s'assurer que face à cette crise, des mesures soient prises de sorte qu'il n'y ait pas de dommages économiques permanents pour l'Afrique et qu'elle puisse continuer à croître, parce qu'il n'y a que la croissance qui, à la fin, nous permettra d'améliorer le sort des populations, de traiter les problèmes d'éducation, de santé que nous avons. Je me serais senti très mal si j'avais refusé cet appel à l'aide, même si la mission est difficile. Monsieur Thiam, on entend votre attachement pour l'Afrique. Je rappelle que vous êtes franco-ivoirien. Il y a une actualité pour la Côte d'Ivoire dans les prochains mois. En octobre prochain, il y aura une élection présidentielle. Votre nom circule beaucoup à propos de cette échéance. Est-ce que vous seriez candidat à la présidentielle de la Côte d'Ivoire? Je suis citoyen ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, j'y ai vécu, j'y ai passé mon baccalauréat, j'y ai travaillé, donc je suis très attaché à la Côte d'Ivoire, ça va sans dire. Mais je crois qu'actuellement, il y a de tels problèmes dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, que c'est peut-être pas le moment idéal pour aborder cette question. Donc j'ai dit que je m'exprimerai le moment venu sur cette question, tant que je tiendrai cet engagement. Le moment venu, je m'exprimerai. Donc, on peut retenir que ce n'est pas exclu dans cet échange. Je vais répéter ma réponse qui est le moment venu, je m'exprime. Non, mais ce n'est pas juste une boutade. C'est que j'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes. Derrière, bon, on est là sur un plateau de télé, c'est agréable, on fait des échanges, mais il y a des vies à respecter derrière tout ça, et j'ai beaucoup d'humilité et de respect pour tout ça. Donc je prends ça très au sérieux, et c'est pour ça que je ne veux pas faire de déclarations irresponsables. Voilà.
Je comprends bien, monsieur Thiam. Mais justement, puisque vous parlez des vies qui sont en jeu, on voit que cette pandémie a impacté très durement l'Europe. Aujourd'hui, il y a plus de 120 000 morts en Europe. Le continent africain, il y a un bilan qui est établi autour de 1300 morts pour l'ensemble du continent, alors que la communauté internationale redoutait des millions de morts. En fait, ce qui se passe en Afrique, c'est que la crise économique a commencé avant la crise sanitaire. Parce que la nature des marchés fait que le mécanisme de transmission que sont les prix est instantané, et que donc dès que la crise a commencé en Occident, les cours des matières premières, en particulier qui intéressent l'Afrique, se sont effondrés, que le tourisme s'est arrêté, que le transport aérien s'est arrêté, affectant aussi les exportations, qui sont vraiment vitales pour l'économie africaine, et que c'est un phénomène dont il faut vraiment parler, les transferts des migrants, des émigrés, ont également été durement frappés, et ça, c'est 5% du PIB de l'Afrique. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, c'est 25%. Donc c'est un choc économique majeur avant d'être un choc sanitaire. Comme vous l'avez dit, certaines économies africaines sont beaucoup moins intégrées à l'économie mondiale que d'autres, ce qui les handicape parfois, mais aussi dans une situation comme celle du coronavirus, les protège. Mais il faut faire, je pense, preuve de la plus grande humilité et de la plus grande prudence dans cette affaire, parce que les chiffres sont bas, mais ils augmentent rapidement. Et le pire ennemi dans cette affaire, c'est la complaisance. Il vaut mieux être trop armé et trop préparé que pas assez. Mais qu'est-ce que vous redoutez le plus pour les économies du continent? C'est presque une situation tragique, vraiment, parce que nous sommes frappés en Afrique au moment où vraiment les choses commençaient vraiment à décoller. Et où on avait la Banque mondiale qui disait que rapidement, 5% des Africains seraient dans la classe moyenne mondiale. Et donc ce tsunami nous frappe à un moment terrible. Tous les phénomènes qu'on vient de décrire, la baisse des recettes de l'État, parce que la démographie, elle ne va pas s'arrêter. Donc l'État est face à des recettes en chute libre, mais des dépenses qui sont en croissance. Et donc cet effet de ciseau est terrible. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver un moyen de passer cet écueil. Et c'est là que donc l'action qu'on mène sur la dette est très importante. On est parti sur cette idée de moratoire parce que c'était un ballon d'oxygène. C'est évident pour tout le monde. Ce n'est pas une solution durable. Mais quand on est face à un choc de cette ampleur, de cette nature, il fallait trouver quelque chose sur lequel la communauté internationale puisse s'entendre, qu'on fasse rapidement et qu'on se donne le temps maintenant de trouver des solutions permanentes. Moi, je suis extrêmement impressionné par le niveau d'engagement des chefs d'État africains, que ce soit le président Ramaphosa, le président Macky Sall, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Kenya, Kenyatta, Kagame. Ils sont disponibles, nous faisons des vidéoconférences régulières. Et je pense qu'il est peut-être, pour une fois, l'Afrique est en train de donner l'exemple, c'est qu'on a dans ces réunions tout le monde. Et les chefs d'État, mais aussi le secteur privé. Plusieurs des hommes d'affaires les plus en vue du continent sont là. Dernier appel, il y a une levée de fonds très importante. Donc, il y a effectivement un gros problème, mais je dirais ce qui est sur l'aspect positif, il y a vraiment une mobilisation du continent qui est rassurante. Monsieur Thiam, vous vous êtes réjoui de ce moratoire parce que sur la dette, vous vous êtes dit c'est de l'argent disponible tout de suite et c'est de ça dont a besoin le continent. Mais est-ce que vous allez plaider, vous aussi, comme l'a demandé le président sénégalais Macky Sall, comme l'a demandé aussi le président français Emmanuel Macron, est-ce que vous allez plaider pour un plan d'annulation des dettes publiques des pays les plus pauvres, les plus fragiles? Ça concerne quand même 40 pays sur le continent africain. Non, ce qu'il faut, c'est que la dette soit soutenable. Je ne sais pas si c'est grammaticalement correct en français, mais qu'elle soit supportable. Voilà, sur le long terme. C'est ça vraiment l'objectif. Alors, sur les pays les plus défavorisés ou les plus favorisés, il y a un consensus assez large. Et que donc le moratoire a été accordé. Dans certains cas, il faudra des annulations, c'est possible. Mais c'est important aussi qu'on ne soit pas perçu comme l'emprunteur qui revient régulièrement demander l'annulation de ses dettes, parce qu'à terme, ce n'est pas un bon positionnement pour l'Afrique. Donc il est important aussi qu'il y ait des pays africains solvables, et il y en a, et qui peuvent montrer qu'ils sont des emprunteurs solvables, crédibles sur la durée, parce que, comme je vous le disais au début, sans infusion de capital. L'objectif de tout ça, c'est la croissance. Il faut qu'il y ait du capital supplémentaire qui rentre en Afrique, pas du capital qui sort de l'Afrique. Actuellement, ce qui se passe, c'est pour ça que la dette n'est pas saine. C'est qu'en fait, c'est l'Afrique qui finance le reste du monde, ce qui est une situation aberrante. Donc, il faut assainir tout ça et arriver à l'équilibre.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase, c'est l'Afrique qui finance le reste du monde? Ça veut dire que si vous regardez les flux financiers, ceux qui rentrent et ceux qui sortent, à une échelle agrégée, très souvent, l'Afrique paye plus à l'extérieur qu'elle ne... Il y a eu des voix discordantes quand même sur l'histoire de la dette et du moratoire de cette dette. Ça a été notamment le cas du ministre béninois de l'économie et des finances. Pour lui, il parle d'indulgence sur le moratoire de la dette. Il utilise ce mot et dit que ça va ternir l'image des États et leur accès futur à des financements. Lui milite plutôt pour l'octroi de liquidités de la part du FMI, du Fonds monétaire international. Et il dit l'endettement, c'est un meilleur choix que l'indulgence, dit-il. Vous ne partagez pas cette opinion alors? Je crois qu'il y a un malentendu, parce que je reste un peu, comment dire ça, perplexe par rapport à ces commentaires. Donc le moratoire, c'est une mesure d'urgence indispensable, comme on l'a dit, qui permet aux États, on pense qu'on a libéré à peu près 20 milliards de dollars, qui permet aux États immédiatement de dépenser pour aider leur population. Ça, je vois difficilement comment on se contre. Il n'est pas obligatoire. Les pays qui pensent qu'ils sont à l'abri, qu'ils sont suffisamment puissants et forts pour ne pas avoir besoin de moratoire, on n'oblige personne. Donc, sur ce point, premièrement. Deuxièmement, moi, je crois qu'il est, devant l'ampleur des incertitudes auxquelles on est confronté, moi, je préfère être du côté de ceux qui sont prudents, qui font l'hypothèse que cette crise pourra peut-être durer très longtemps, et que donc il vaut mieux avoir un dialogue ordonné avec la communauté internationale, avec une solution qui est acceptée par tous, que les pays peuvent ou peuvent rejoindre ou pas. Je dis simplement que ceux qui ne la rejoindront pas prendront le risque un jour, Dieu ne plaise, de devoir aller à Washington négocier tout seul après avoir fait défaut sur leurs dettes. Donc, ce qu'on essaie d'éliminer, c'est ce scénario chaotique qui, lui, ferait prendre beaucoup de retard à l'Afrique. Et juste un point, les mesures exceptionnelles ne sont pas humiliantes. Tous les pays du monde ont pris des mesures d'ampleur et de nature complètement exceptionnelle. Alors donc, justement, oui. Même l'idée que de prendre des mesures exceptionnelles en Afrique est une mauvaise chose. C'est inverser, c'est mettre les choses sur leur tête. L'Afrique se distinguerait et serait dans une situation complètement unique si elle ne prenait pas, elle aussi, face à un risque qui menace tout le monde et qui est le même, des mesures exceptionnelles. Je pense que ça, c'est vraiment un risque énorme à prendre que moi, je ne recommande pas aux pays de prendre. Est-ce qu'il y a des pays pour lesquels vous êtes plus particulièrement inquiets, qui sont frappés, qui vivent aujourd'hui ce choc économique dû à cette pandémie? Je pense qu'il y a plus des situations que des pays. Moi, une chose que je vous dis, c'est que il n'y a pas de pays africain où la pauvreté ne soit pas un problème énorme. Il n'y a pas de pays africain, il n'y a pas de gens qui vivent dans des bidonvilles. Donc même les pays dits à revenus intermédiaires sont face à des problèmes sociaux très aigus. Les gens qui sont confinés dans des logements où on est à 8 dans une pièce, qui sont confinés dans des parties de la ville. Et moi, j'ai beaucoup travaillé personnellement sur cette question à Abidjan. L'adduction d'eau dans les quartiers précaires, j'y ai passé des jours de ma vie. Je sais de première main de quoi je parle. Ce sont des questions très difficiles. Et tous les pays africains sont confrontés à ça. La situation dans les camps de réfugiés actuellement est très, très difficile. Donc, je dirais il y a plus des situations. Je suis très préoccupé par les villes. Et toutes les villes africaines ont ce problème d'urbanisation un peu incontrôlée et donc qu'il va falloir traiter. Je suis préoccupé effectivement par les camps de réfugiés. Et puis l'Afrique, c'est aussi, et c'est une des choses positives de notre continent, c'est beaucoup de chaleur humaine et de contact humain. Et vraiment, la notion qu'on ne peut plus se serrer la main ou qu'on ne peut plus s'embrasser. Vous savez qu'à Ebola, ils ont inventé le Elbola. On attribue à Ebola le toucher de coude. Mais ce sont des choses qui sont, en fait, vraiment pour nos populations, souvent difficiles à vivre, parce que c'est contraire à leurs valeurs fondamentales. C'est difficile. Moi, je suis dans l'ensemble confiant, je pense qu'on va y arriver. Quand je vois la mobilisation vraiment des Africains, qui soient dans le privé, dans le public, à l'extérieur, la diaspora en Afrique, c'est encourageant. Mais je suis un peu là aussi pour continuer à tirer la sonnette d'alarme, dire écoutez, c'est vraiment grave cette histoire, préparons-nous. On peut espérer pour le mieux que les choses se passent mieux qu'on le craint tous, mais si le scénario devait être très négatif, qu'on soit prêt. Et là, on a besoin de la communauté internationale, on a besoin du G20, on a besoin d'énormément de solidarité internationale. Dans les crises classiques, il y a des gagnants et des perdants. Le
le prix du pétrole monte, il y a des gagnants qui sont les exportateurs, des perdants qui sont les importateurs. Ici, on est face tous au risque d'être perdants. Il n'y aura pas de gagnants à moins que nous gagnions tous. Comment s'assurer que l'argent qui va être débloqué, notamment avec ce moratoire et peut-être par d'autres biais, avec le FMI, la Banque mondiale, comment s'assurer que cet argent permette une véritable relance du développement des pays en Afrique et qu'il ne bénéficie pas à quelques-uns? On sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes de corruption. Comment, dans la mission qui vous a été confiée, ainsi qu'aux 3 autres personnalités par l'Union africaine, est-ce que vous allez vous assurer que cet argent arrive bien aux populations? C'est la question la plus importante. Parce que arriver à trouver les ressources, en gros, c'est de la technique, on peut y arriver. On peut arriver à créer des SPV, des structures financières. La vraie question, et ce qui va déterminer ce qui va se passer sur le terrain, c'est notre capacité à utiliser ce ballon d'oxygène pour vraiment améliorer la condition des gens. Alors là, il y a différentes réponses. Je pense que, les chefs d'État africains ont un engagement personnel là-dessus. Ceux qui sont au premier rang de cette bataille, ils l'ont tous dit. Une grosse réunion à Washington, organisée par le président Ramaphosa il y a 10 jours, avec la Banque mondiale monétaire, il a pris cet engagement au nom de l'Afrique. Dire nous demandons ces ressources, mais nous allons bien les utiliser. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que l'Afrique a beaucoup changé, que tout ce que nous avons fait en termes de technologie, de mobile, etc., a donné beaucoup plus de pouvoir aux populations. Et que nous avons maintenant, les moyens de faire parvenir les ressources aux destinataires. Donc ça, on a commencé, le Kenya par exemple, à annuler les taxes sur les transferts d'argent par mobile. Donc là, on peut donner de l'aide qui arrive directement au téléphone des gens qui ont de l'argent. Il y a aussi de la technologie des drones, par exemple. Un des problèmes actuellement, c'est des risques de famine. Donc distribuer de la nourriture, mettre de la nourriture à disposition, mettre l'eau à disposition en utilisant la technologie, c'est très important. Et j'ai découvert un mot nouveau qui sont les factivistes. Et donc, son travail aussi avec les ONG. On a demain les envoyés spéciaux, on a une conférence avec les ONG africaines, etc., pour que la société civile elle-même puisse surveiller ce qui se passe et rendre compte. Mais je serai le premier à vous dire que c'est une question importante, qu'on ne ménagera aucun effort pour délivrer ce résultat. C'est une responsabilité que l'Afrique a vis-à-vis du reste du monde. Si on demande de la solidarité et de l'aide, on puisse. C'est une grosse responsabilité que vous avez là, Monsieur Thiam, qui pèse sur vos épaules, de vous assurer que cet argent va bien servir à développer et relancer la croissance et arriver aux populations les plus défavorisées. Elle pèse sur mes épaules, mais j'ai dit je ne ménagerai aucun effort que nous atteignions ce résultat. Je ne suis que ma petite personne, je n'ai que ma parole. Je suis actuellement quasiment sans emploi, donc je n'ai pas d'autre pouvoir ou d'autorité que celle de la parole. Donc je dis ça, mais ce que je sais des chefs d'État africains qui aujourd'hui dirigent l'Afrique, qui sont une génération, je pense honnêtement, assez extraordinaire, de chefs d'État avec qui on peut communiquer par WhatsApp, qui sont pragmatiques, qui sont par rapport à l'Afrique qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans, vous leur faites confiance, vous leur faites confiance. Peut-être une toute dernière question. Vous avez accepté cet entretien sur la chaîne de la francophonie TV5 Monde. Quel est votre rapport à cette langue, au français aujourd'hui? Il est très, très intime. Ceux qui me connaissent savent que j'adore la langue française. Elle joue un rôle extraordinaire même dans l'histoire des idées, dans le monde, etc. De Rousseau à Voltaire, Molière, à d'autres, à Sartre. Enfin, on peut faire la liste en passant. Bon, on peut faire la liste, mais le point pour moi, c'est là peut-être que je vais vous surprendre, c'est que la bataille économique est la même. À long terme, il n'y aura jamais une langue influente sans influence économique. Et dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais produit. Donc, pour moi, écoutez, c'est quand même pas un hasard. Regardez le G7. Il y a les États-Unis, donc on commençons par le Royaume-Uni, il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Australie. Donc vous avez sur 7 pays, vous avancez du monde, 4 qui ont suivi le même modèle légal, anglo-saxon, démocratie anglo-saxonne et économique. 4 sur 7, c'est pas mal. Et bien, il faut que plus il y aura de pays francophones au G20, mieux le français se porte. Merci beaucoup Tidjane Thiam de nous avoir accordé cet entretien, d'avoir répondu à ces questions.
Et je vais vous quitter en vous disant cette formule aujourd'hui qui est très partagée. Portez-vous bien, Monsieur Thiam. Et vous aussi, et tous vos proches, et toutes les équipes de TV5.